À contresens de l'éthique, de l'urgence écologique et des objectifs de santé, la consommation de viande est en augmentation en France. Pour analyser la situation et réfléchir aux moyens de lever les obstacles, l'AVF a organisé une journée d'études à l'Assemblée nationale le 19 juin 2023, sous le parrainage des députés Gabriel Amar et Anne Stambach-Ternoir. Virginia Marcus, fondatrice d'un sanctuaire pour animaux de ferme, et Stéphane Beau, ancien éleveur qu'elle a aidé à changer de voie professionnelle, sont venus de Suisse pour nous parler du mouvement de la reconversion des éleveurs initié chez nos voisins. Bonjour tout le monde, merci d'être là. On est ultra honorés avec Stéphane de venir depuis notre petite Suisse ici pour parler d'un mouvement qui nous paraît important et qui paraît être une des solutions sur lesquelles on peut réfléchir et avec lesquelles on peut agir concrètement pour faire évoluer notre considération des autres animaux et donc de notre mode alimentaire aussi. Donc l'idée, c'est qu'on a un PowerPoint qui est très très succinct, mais on va surtout échanger si possible avec le cœur. Et l'idée, c'est de parler de ce qui se fait en Suisse et de ce qu'on pourrait potentiellement reproduire comme modèle en France, sachant que le système n'est pas complètement identique, mais il y a une trame commune, évidemment. Voilà, donc juste un fil rouge assez succinct pour vous présenter l'historique de l'association Coexister, aussi en quelques lignes, et vous présenter nos missions, les missions principales en tout cas, dont l'accompagnement des éleveurs et des éleveuses en reconversion. Miser sur l'exemplarité, pourquoi ? Parce que on part du principe avec Stéphane que les chiffres et les statistiques sont sans doute nécessaires pour mieux comprendre comment la société fonctionne, mais qu'au final, on est des êtres humains dotés d'émotions, comme le sont les animaux, et qu'en fait, en parlant de l'exemple notamment de Stéphane, mais aussi Valérie Anchaud qui est ici, qui ne participe pas directement à la conférence, mais qui répondra à vos questions si nécessaire, qui sont des exemples directs, vu qu'ils étaient éleveurs et qu'ils ont transité vers d'autres modèles, eh ben on sait que leur voix va avoir un impact fort et une influence forte sur la perception de ce mouvement par leurs collègues, éleveurs-éleveuses, mais aussi par la société en général. Leur voix est sans doute bien plus conséquente que celle de militantes antispécistes, souvent considérés comme des bobos de la ville, quoi. Donc quand ce sont eux qui font cette démarche, eh ben ça a un impact quand même relativement fort. Mais évidemment, quand on parle de reconversion professionnelle, et c'est pas que propre à l'élevage, évidemment, il y a des freins et des fausses croyances qui peuvent nous biaiser dans notre cheminement, et on va pouvoir les identifier, quelques-unes, pour essayer de les dépasser, et Stéphane pourra en parler en long et en large, parce qu'il a été confronté à tout ça, évidemment. Quelques mots sur nos projets à venir, notamment avec la France, les infos, les questions. Ça vous va comme programme ? Cool. Bien. L'association Coexister, on l'a créée en 2018 avec dans l'optique d'agir en complémentarité de ce qui se faisait déjà avec d'autres associations, c'est-à-dire de regarder là où il y avait des besoins pour les animaux à court terme et à moyen terme, mais aussi qu'est-ce qui ne se faisait pas encore, notamment l'accompagnement des éleveurs-éleveuses en reconversion. Et évidemment, l'idée, c'est aussi de cultiver une créativité dans les mouvements militants en se disant que c'est pas parce qu'une méthode fonctionne pour un militant ou une militante que ça peut fonctionner pour d'autres. Et donc moi, j'ai été aspiré par ça, par le fait de créer un sanctuaire en 2019 pour accueillir directement des animaux dits de rente, donc des vaches, des cochons, des moutons, des chèvres et des lapins essentiellement, pour pouvoir leur offrir une retraite digne et méritée, mais surtout qu'eux puissent redevenir leur propre porte-parole. Parce que les personnes qui viennent visiter les animaux au sanctuaire vont expérimenter une connexion aux animaux qui est bien plus impactante que si moi je tiens un débat à la télé, quoi. Ça n'a pas du tout le même effet sur les gens, sur leur prise de conscience. C'est gentil, merci de me servir à boire. Voilà. Donc ça, c'est l'association, elle avait vraiment ce but de complémentarité, et aujourd'hui, donc depuis 2019, on a créé ce sanctuaire et on accompagne essentiellement les éleveurs-éleveuses en reconversion, mais on anime aussi beaucoup d'activités pédagogiques sur place directement. Donc les missions, comme je les ai citées plus ou moins, elles consistent en cela, mais aussi à la formation directe à la coexistence interespèces, parce que parler d'animalisme ou d'antispécisme, c'est magnifique en philosophie, mais après c'est important de savoir comment on fait concrètement sur le terrain, parce qu'on va cohabiter avec des animaux qu'on ne connaît pas et que les vétérinaires ne connaissent pas la plupart du temps. Donc l'idée, c'est de former les gens qui veulent créer des sanctuaires ou des refuges, ou simplement qui ont envie de faire évoluer leur perception de ces animaux-là. Avec une cohérence écologique, évidemment. On essaye de faire bio et local pour tout ce qu'on peut et vraiment permettre aux gens de comprendre qu'il y a une globalité dans la réflexion. C'est pas simplement les animaux ou le véganisme. D'ailleurs, je ne parle pas de véganisme, moi, dans l'association, mais c'est un choix. L'idée, c'est plutôt de parler de comment on peut changer nos rapports aux autres animaux et donc, évidemment, impacter la société de cette façon-là. Voilà.
Pour accompagner les éleveurs et les éleveuses en transition, comme Stéphane, là, qui est derrière moi, ça me fait trop bizarre qu'il soit derrière moi comme ça. Vas-y. Le premier pas, le premier pilier de ce travail, c'est dépasser le clivage. Parce qu'on s'oppose en fait régulièrement, et même tout le temps. On a les écolos et les non-écolos. On a les animalistes et les éleveurs. On a les bouffeurs de viande et les bouffeurs de graines. Bref, vous voyez un peu ces clichés. Et en fait, nous, on était là-dedans. Vraiment, je pense que si on s'était rencontrés il y a 4 ou 5 ans, lui, il aurait voulu me fracasser la tête. Il m'a déjà dit ça une fois. Et puis moi, peut-être que je n'aurais pas réussi à communiquer avec lui de la même manière. On a dû faire un travail, mais ça s'est fait spontanément, en fait, en se rencontrant en tant qu'humain, être humain, en faisant tomber les étiquettes et la fierté qu'il y avait derrière nos points de vue bien affirmés. Et donc voilà, le premier pas, c'était ça, c'était de dépasser ce clivage. Donc on s'est rencontrés en fait en tant qu'humains, et puis aujourd'hui on est à l'Assemblée nationale, quoi. C'est quand même particulier. Je vais le laisser parler après ça. Donc, le but, c'est d'agir à la source. Pourquoi ? Parce que, on l'a vu aujourd'hui avec les différentes présentations, qu'il y a toute une panoplie de choses qu'on peut mettre en place pour végétaliser notre société et changer de rapport aux autres animaux. Et évidemment, d'accompagner les éleveurs dans cette reconversion, c'est agir à l'une des sources qui me paraît fondamentale. Parce que dans la palette des outils militants, comme on le dit, il y a les personnes qui vont dénoncer, informer, critiquer, accompagner, changer. Tout ça, ça va ensemble en fait. On doit agir sur toutes les sphères de la société, par étapes. Mais l'accompagnement des éleveurs, c'était un pilier manquant, j'avais l'impression. Donc maintenant, on co-construit avec les éleveurs des solutions qui font sens pour eux, pour les animaux et globalement pour le monde. Je parle de co-construire parce qu'on va vous en parler avec Stéphane. Le but, c'est pas d'arriver avec un modèle préétabli, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas vers les éleveurs en toquant à leur porte en disant « Coucou, j'aimerais bien que tu changes parce que pour les animaux et la planète, ce serait mieux ». L'idée, c'est de les laisser venir quand eux ont un premier déclic pour pouvoir co-construire ensemble un projet qui soit vraiment durable, parce que du coup, la personne qui s'y engage, comme c'était le cas de Stéphane, va s'y engager concrètement avec le cœur et s'en donner les moyens. Et en Suisse, voilà, c'est le seul chiffre que je vais donner, c'est qu'il y a plus de 130 éleveurs et éleveuses qui ont été reconvertis en 6 ans de leur propre chef, j'insiste. Et ça, c'est surtout grâce au travail de Hofnar, qui est en Suisse allemande. Il faut savoir que la Suisse, vous le savez, elle est répartie en 3 régions avec des langues différentes, et la Suisse allemande est la région la plus conséquente. Et donc, c'est de là que le mouvement est parti, et nous, on a suivi cette mouvance-là, ça fait 1 an et demi à peu près. Et en Suisse romande, depuis 1 an et demi, il y a à peu près 12 éleveurs-éleveuses qui ont fait le pas de nous contacter, dont Stéphane et Valérie et leurs prédécesseurs. La famille Catriner en Suisse allemande, c'est vraiment cette famille qui a initié ce mouvement en étant les tout premiers à oser parler publiquement de leur démarche. Eux étaient une famille d'éleveurs de vaches laitières. Et au moment où ils ont accueilli des enfants dans leur vie, quand ils ont eu des enfants et sont devenus parents, ils ont compris ce que les vaches subissaient dans leur quotidien. Astrid en a un peu parlé tout à l'heure. Et à partir de là, toute une démarche de changement a été entamée. Et donc, l'exemple de Stéphane et Valérie, ici, évidemment, c'est une histoire super touchante. Et qui de mieux pour en parler que Stéphane lui-même, qui va nous parler un petit peu de son parcours. Bonjour. Si je reste debout, c'est juste que j'ai mal aux jambes, c'est pour ça. C'est pas une question de supériorité ou quoi que ce soit. Voilà, je vais quand même le préciser. Alors moi, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je vais essayer de faire assez court, mais tu l'as bien expliqué en tout cas. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a toujours beaucoup d'émotions dans des cas comme ça, parce que c'est vrai qu'entre l'avant et l'après, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Et il faut savoir que j'étais boulanger. J'ai commencé mon apprentissage en boulangerie. J'ai fait une allergie à la farine, j'ai dû arrêter. Dans les années 90, c'était vraiment les années où on boostait énormément les farines, et beaucoup de boulangers étaient allergiques à cause de ces produits pour des raisons d'asthme, des choses comme ça. Du coup, j'ai arrêté et j'ai dû faire de l'usine. Alors pour moi qui étais boulanger, puis me retrouver en usine pendant 20 ans, c'était un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, il y a une chose qui serait vraiment bien, vu que je ne peux plus exercer mon métier, j'aimerais faire un petit peu comme la petite maison dans la prairie. Pour ceux qui suivent, je pense que ça va être un peu international, ça, la petite maison dans la prairie. Faire ma propre ferme avec mes propres produits, tout en étant indépendant, et se donner bonne conscience. Se donner bonne conscience dans le sens que on élevait nos cochons, nos vaches, nos chèvres, les lapins, les poules, et puis on se disait, mais c'est super, parce que
on a notre garde-manger à côté, on va se servir. Nos animaux, ils ont été élevés correctement. Hein. Je crois que la base, on dit toujours que s'ils sont bien élevés, ils vont nous donner de la bonne viande, ça va être quelque chose de top. Donc on s'appliquait. Je dis on parce qu'il y avait mon épouse et mon ami boucher. Et on se devait de rendre hommage à ces animaux qu'on tuait, de le faire le mieux possible et dans les meilleures conditions aussi, et en même temps de les apprêter de la meilleure façon. D'accord ? Donc ça a été pendant 17 ans. Donc j'ai acheté ma première vache, Réglisse. Et puis là, on a acheté une deuxième, une troisième, une quatrième. Et elle, je lui ai dit, toi, tu partiras jamais à la boucherie. Parce que c'est ma première vache, et puis l'idée, c'était de la garder le plus longtemps possible. Donc, elle a tenu 17 ans. Moi, ça fait 2-3 ans que chaque fois que j'allais amener mes cochons, parce qu'il faut savoir que les cochons, ils ont des yeux quasiment comme les humains, ils ont beaucoup d'émotions, et même si tu te prépares, hein, parce qu'on a essayé de trouver toujours la meilleure méthode pour les emmener à la boucherie sans qu'ils sentent, hein, parce qu'on dit non, mais ils sentent rien, mon cul. Ouais. Donc du coup, on mettait une bétaillère, quelques temps avant, on mettait des pommes, on les appelait. Alors forcément que quand c'était des essais à blonde, ça fonctionnait nickel. Hein. Le jour même, quand tu dois aller les charger, même que c'est 3, c'est déjà plus compliqué. Donc tu te stresses, ils se stressent, enfin bref. Tu te rends compte que ce n'est pas la bonne solution, puis tu dis, de toute façon, je n'ai pas le choix. Moi, j'ai rendez-vous à 6h30 à la boucherie. À partir de là, à 7h, je commence mon boulot. Il faut que je sois à l'heure. Donc tu pousses, tu charges et tu te casses. Tu pars. Du coup, plus tu avances dans ce cheminement, plus tu te rends compte que ça ne joue plus. Parce que ces animaux, que tu en aies 1 ou 50, à la fin, si tu veux les manger, tu es quand même obligé de les tuer. Hein. Du coup, tu t'attaches. Puis ça, c'est le début de la fin. Pour moi, c'était une délivrance de pouvoir switcher. Pour d'autres, pas. Bref. Du coup, les derniers cochons, je ne pouvais plus les amener. Donc c'est mon épouse qui y allait avec mon beau-père. Et puis moi, je me disais, bon, ben, je ne les ai pas amenés, je récupère les carcasses, on pose les carcasses, on les transforme, puis l'affaire est faite, quoi. Ouais, ça a fonctionné 2 ans. Hein. La deuxième année, j'ouvrais le congèle, tu as les cochons qui sont alignés là, tu dis, ok, ça passe plus, quoi. Donc, tu commences à parler un peu à ton entourage, tu dis, écoutez, les gars, moi j'ai un souci, moi, tuer mes bêtes, ça joue pas. Ouais, mais écoute, qu'est-ce qu'on va manger? Forcément, parce qu'une partie, le but du jeu, c'était de faire une ferme autonome. Donc une partie était vendue, et la récolte, enfin l'argent qu'on récoltait nous payait le reste. On ne vivait pas de subsides. Du coup, ben, tout le monde était interloqué en se disant, mais si toi tu fais plus de la bonne viande, nous on va manger quoi? Je dis, mais écoutez les gars, c'est facile de me dire ça à moi. Mais venez une fois avec moi, on va tuer mes bêtes, et puis on discute si vous... Ah non, mais moi je peux pas. Je veux bien manger un steak, mais je veux pas passer à l'abattage. Alors je dis, bah moi, le problème, c'est que je peux plus les tuer, et j'arrive de moins en moins à les manger. Donc il faut qu'on trouve une solution. Et là, ça a commencé à germer. Bien sûr, tu passes un petit peu pour un huluberlu, parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, les paysans, entre guillemets, la majorité, on est quand même UDC. Je pense que chez vous, c'est un petit peu Front National, mais un petit peu moins fort quand même, quoi. Donc on a des idées bien arrêtées, et puis exclu de montrer les sentiments, hein, exclu d'expliquer que ça ne va pas, qu'on n'est pas bien et tout, donc toujours bien fier et tout. C'est pour ça que je pleure tout le temps maintenant, parce que j'ai pu tout ressortir ce que j'avais depuis 17 ans. Et puis, du coup, je leur dis, écoutez, moi, ça ne va pas, il faut que je trouve une solution. Bon. Pendant l'hiver, ma vache, elle fait caquer cette réglisse. Elle vient malade, elle tombe malade, mais vraiment bien malade. On regarde avec le veto, on regarde ce qu'on peut faire. Il me dit, écoute, tu ne vas pas la garder à l'écurie, on arrive au printemps, mets-la au pré. Puis, ma foi, c'est de mourir au pré, c'est déjà mieux que de mourir dans une écurie toute seule, euthanasie. Je dis, ok, pas de problème. Alors, on l'a sortie tout l'été, elle a tenu une bonne partie du printemps, puis le 1er juin, elle est partie. Mais elle n'est pas partie n'importe comment. C'est là que ça se complique un peu, parce que émotionnellement, c'est assez fort. Comme on a beaucoup de croyances, on ne se libère pas trop, donc la communication animale, toutes ces choses-là, ça ne doit pas exister, c'est des choses qui sont tabous et tout. Puis moi, ça me titillait, parce que je disais, j'ai ma vache qui est en train de mourir là. Je sais que j'ai une amie qui faisait de la communication animale, et puis je me suis dit, mais ce serait peut-être le moment de la tester. Est-ce que vraiment
ça fonctionne ou pas. Alors, je lui ai rien dit, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, tu peux rentrer en contact avec Réglis, là? Parce que voilà, j'aimerais savoir ce qu'il en est. Et là, elle me dit, écoute, il y a un problème, ta vache, elle va vraiment pas bien. Puis je fais, ok, bon, il y a quelque chose de vrai. Donc, je me suis mis en mode, écoute, je dis, bah écoute, tu fais la conversation, tu m'expliques, tu me dis ce qu'il en est, et puis à partir de là, bah, je vais prendre les décisions qu'il faut. Et là, je ne sais pas si vous êtes connecté avec ce genre de choses, mais je pense que oui, la majeure partie des gens croient à ce genre de choses, ou pas? Oui, non? Voilà. Du coup, elle me dit, bah voilà, mot pour mot, ma vache me remercie en gros de tout ce qu'on a fait. Que bah maintenant j'ai deux choix, parce qu'elle n'était pas bête, elle a bien vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc elle m'a dit, ou tu continues ta vie de maintenant, tu reprends une vache, tu continues ton élevage, tu vas tuer tes vaches, et puis à partir de là, ben, tu fais plaisir aux autres, mais pas à toi-même. Ou alors tu te fais vraiment plaisir, et puis je ne serai pas morte pour rien. Donc, t'arrêtes l'élevage, tu places tes vaches, et à partir de là, on verra ce que ça donne. Résultat des courses, elle est partie. J'ai dit, ok, on va prendre la deuxième option, on va placer nos vaches. On arrête, c'est très bien. Moi, ça me convenait très bien. Et puis, on écoute la radio un soir, on tombe sur une émission qui nous parle de refuge animalier. On se dit, mais c'est quoi cette histoire? Ça existe, un sanctuaire pour les vaches. Ok, on téléphone, la personne nous répond en disant, écoutez, ben, malheureusement, moi, je prends ma retraite, mais j'ai deux adresses à vous offrir. La Bouche qui rit, qui est un endroit comme chez Virginia, et Virginia Marcuse. Alors là, tu es là, tu dis, ok, Virginia Marcuse, ça va être compliqué. Hein. mais en même temps, je me suis ouvert à la discussion avec ma vache et moi. Je me dis, si on met Virginia Marcuse sur mon chemin, c'est qu'il y a certainement une raison. Ce ne sera pas pour rien. Je dis, allez, on fait tomber les barrières, on oublie ce qui marque dans les journaux, on va aller la trouver, mais sur son terrain. Parce que le but du jeu, c'est d'aller discuter avec les gens sur leur terrain, et non pas chez moi, parce que chez moi, je me sentirais peut-être en puissance, et ce n'était pas le but du jeu. Le but, c'est qu'on soit vraiment d'égal à égal. On a discuté, on a passé 3 heures assis dans l'herbe, et au final, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs, simplement que les journaux ou les gens l'interprétaient d'une manière différente avec leurs mots, et puis ça avait tendance à faire vraiment deux clivages. C'est juste? Ouais, deux camps. Deux camps, voilà, exactement. Et du coup, on avait exactement les mêmes idées. Je dis, ok, bon, bah. La décision a été donnée de dire, bah, maintenant, on laisse Maya. Ça, c'est Réglis. Hein. Non, ça, c'est Réglis. Voilà. Maya, donc la fille de Réglis. Exactement. Et sa fille, Hippie, qui nous restait, elle était promise pour la boucherie. Alors, je ne lui en ai pas parlé, parce que j'ai dit, écoute, pour l'instant, mon idée, c'était Maya. Étant donné que Hippie, elle était promise pour la boucherie, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on en parle. OK. On a discuté pour placer Maya, et là, je ne sais plus dans quelle date c'était, mais en gros, à 2 mois du fait de lui donner Maya, moi, j'avais cette date butée d'abattage de Hippie. Et Virginia me parlait en disant, bah, écoute, c'est clair, vu que Maya, elle sera toute seule, on va regarder pour lui trouver un veau, enfin des choses comme ça. Puis moi, dans ma tête, ça trottait. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, je place une vache, l'autre, je la passe sur la boucherie. Il y a quelque chose qui joue pas. Donc, j'ai téléphoné à la personne qui avait racheté cette vache. Puis j'ai dit, écoute, moi, je suis pas clair avec ça. Cette vache, je la reprends. Nous, on s'arrange entre nous. Hein. Tu sais, dans le monde paysan, en général, quand on dit top là, on top là, puis c'est rare qu'on vienne en arrière. Puis là, j'étais obligé de revenir en arrière, mais j'avais quelqu'un en face qui était prêt à la discussion. Donc, c'était fantastique. Et du coup, j'ai téléphoné à Virginia, puis j'ai dit, écoute, ce ne sera pas une, mais 2 vaches que tu vas accueillir. Son veau et Maya. Comme ça, c'est parfait. Enfin, Maya et son veau. Comme ça, c'est parfait. Pour moi, la boucle était bouclée. Donc ça s'est passé très, très bien. On a pu amener ces vaches. Moi, j'étais libéré. Entre deux, j'ai eu mon usine a fermé, il y a eu un licenciement, enfin plein de choses. Et puis, il fallait savoir qu'est-ce qu'on allait faire de notre vie, finalement. C'est bien joli. On avait tout ce domaine qui se gérait en autosuffisance. Et puis maintenant, il fallait quand même rentrer des ronds, quoi. Alors, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a réfléchi sur plein de choses. Puis tout d'un coup, on s'est dit, mais faisons de la boulangerie.
Parce que moi, mon métier était boulanger, j'avais une certaine notion. Je dis, bon, on va faire de la boulangerie. Puis Virginia me dit, oui, mais c'est bien joli de faire de la boulangerie. Mais on va faire de la boulangerie végétale. Parce que tu ne peux pas ne plus tuer tes animaux, ne plus les manger, et puis aller chercher des matières animales ailleurs et faire de la boulangerie avec. Alors là aussi, c'est un peu extraterrestre, ton truc, Camille. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, là? Je dis, j'ai déjà fait un cheminement, maintenant il faut faire un deuxième. Je dis, donc, quoi, et c'est comme ça tous les jours. Voilà. Presque. Je dis, donc quoi je me suis mis, là? Ça devient compliqué, là. Et on l'a décidé au mois d'avril, je ne sais plus quelle année, l'année passée, voilà. On a décidé, on fera une boulangerie végétale. OK, boulangerie végétale. D'accord. Du coup, au moment qu'on a décidé de faire ça, on a vendu nos machines agricoles. Les machines agricoles qu'on a vendues nous ont payé notre laboratoire. Tu te dis, c'est super, ça commence. Alors, tac, tac. On cherchait un local, 2 semaines après, un local qui s'offre. OK, tip top. Du coup, on n'a même pas fait de business plan, parce que ça, on ne savait pas ce que c'était. On a dit, le 1er octobre, on ouvre, puis on verra bien ce qu'il en est, quoi. Alors, le 1er octobre, on a ouvert. Je crois que le premier mois, on a fait 1000 balles. On s'est dit, ça va, ça a l'air sympa. Tu transpires un peu, parce que tout le monde te regarde, puis il dit, non, mais attendez, vous n'avez pas mis de lait là-dedans? Puis pas de beurre, et puis pas... Non, non, on n'a pas mis de lait, on a mis du lait d'avoine. Alors, les types que tu te connaissent, puis tu mangeais, je sais pas moi, 250 kilos par année de viande à 6, puis là, que tu leur dis que tu mets du lait d'avoine, les mecs, ils disent... mais il a disjoncté, là. Je dis, vous venez goûter, puis on regarde ce qu'il en est. Et le premier mois, on a fait 1000 francs. Après, ça a augmenté. On a eu des ouvertures. Les gens étaient curieux, ils sont venus vers nous. On a pour habitude de travailler avec les gens, comme avec la démarche pour les transitions, c'est les gens qui viennent nous trouver, et pas l'inverse. Donc on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous trouver, on disait, mais nous, ça nous intéresse, ces produits, on aimerait goûter, on aimerait voir ce qu'il en est, parce que finalement, c'est eux nos meilleurs ambassadeurs. S'ils croient en notre produit, ils vont le mettre en valeur. Sinon, on vient, puis on leur dit, vous avez une marge de 20%, les mecs, ils font, OK, 20%, tac, tac, puis le produit, il est vendu, il n'est pas vendu, il n'est pas vendu, quoi. Donc, on a ouvert cette boulangerie, on a trouvé pas mal de débouchés, on a réussi à s'aligner correctement, donc plus de problème avec les animaux. On a fait une boulangerie qui était tip-top. Les sous sont arrivés. Alors bien sûr, on a ouvert au mois d'octobre, là on est au mois de juin. On n'est pas millionnaire, mais on ne cherche pas, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de pouvoir vivre et puis de faire ce qui nous plaît. Et je pense qu'à l'heure actuelle, chez vous, on voit que ce n'est pas facile, mais chez nous non plus, il ne faut pas rêver. On a des gros salaires, mais on se fait vachement taxer. Donc il ne nous reste pas plus que chez vous. Donc résultat des courses, si on arrive à payer nos factures, on mange avec la boulangerie et puis que ça tourne, qu'est-ce qu'on veut de plus? Et c'est là qu'on s'est dit, maintenant, finalement, tous les préjugés, je dis, on n'a pas eu besoin d'emprunter d'argent. Donc on n'a pas besoin de faire de business plan pour aller chez le banquier. Si tu arrives avec des chiffres, les chiffres, tu peux leur dire que tu fais 10 000 balles par mois comme tu fais 15 000 ou 20 000. Nous, c'est du concret. Le concret, c'est qu'on a vendu 10 croissants, on a empoché 20 balles, et puis le cas, il est réglé. À la fin du mois, il te reste des ronds, il t'en reste plus, puis fini. C'est ça. Donc, on est vraiment parti où on a fait... Autant avant, j'étais complètement dans le système, puis que finalement, tu te rends compte que tu es dépendant de tout. Autant maintenant, on a tout lâché, puis on va un peu... voilà, aujourd'hui, il y a ça qui se présente. OK, on y va, il y a ça qui se présente. Et c'est comme ça depuis le mois d'octobre. Alors, c'est vrai qu'il y a des jours, c'est un peu chaud, parce que tu te dis, quand c'est que ça va s'arrêter? Mais parce qu'il y a énormément de travail, mais en même temps, il y a énormément de rencontres. Tu es d'accord? Aujourd'hui, on est là, ouais, effectivement. Là. Il n'y a pas tout le monde qui comprend aussi pourquoi on est ici, de notre famille. Et puis, le fait d'avoir transité fait aussi que... vous savez un peu, on se met un petit peu en général la famille à dos. Ça leur fait un peu bizarre de savoir qu'on ne mange plus de la viande. Alors nous, on a décidé par rapport à ça de laisser couler. Et puis dire, maintenant, ils pensent ce qu'ils veulent, puis on verra bien. Et il a fallu 1 année pour qu'ils viennent nous taper sur l'épaule, puis nous dire, finalement, on voit que vous êtes heureux, que ça se passe bien, et puis que ce n'était pas une petite lubie. Voilà. Puis pour des parents, le fait que tes gamins ils vont bien, c'est une bonne chose. Donc tu les laisses aller. Alors tout le temps, là aujourd'hui, je viens de me faire serrer là, il y a 5 minutes parce que ma famille ne comprenait pas ce que je faisais ici. Moi, je sais ce que je viens faire ici. C'est pour ça que voilà. Donc du coup,
on se laisse vivre, et puis les appréhensions, il n'y en a plus. Du moment qu'on est aligné, qu'on sait ce qui se passe, pour moi, les appréhensions, c'est terminé, quoi. Ça joue comme ça? Déjà l'applaudir une fois, je crois. Bien. Encore. C'est bon. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant, j'ai plus de jambes. Donc, moi, je vais m'asseoir, et puis Virginia, elle va parler. Même Beyoncé n'a pas eu une ovation comme ça, je crois. Mais non. Que dire de plus, si ce n'est que cet exemple, il est très porteur parce que Stéphane a fait l'expérience de lui-même, de dépasser ses peurs, ses fausses croyances, ses clivages. Et au final, qui de mieux que de parler de tout ça que quelqu'un qui l'a vécu? Donc moi, en fait, je théorise là autour parce que je les vois faire, ces éleveurs et éleveuses en transition. Mais ce que je vois surtout, et c'est ce que dit aussi Tony Katriner, dont je vous ai montré la photo, qui était le premier éleveur à faire ce pas en Suisse alémanique, c'est que ça paraît naïf, dit comme ça. Mais je reviens sur le côté humain de nos interactions et aussi le côté humain de notre système. Du moment où ces personnes ont fait le choix d'écouter leur cœur, elles se sont donné les moyens. Et ça vaut pour tous les domaines de la vie. Évidemment, il y a des éleveurs qui avaient beaucoup plus de dettes que Stéphane, qui avaient un système très ficelé avec des subventions, des paiements directs. En Suisse, ça se passe aussi comme ça, où ils ont tant de têtes de bétail, comme ils disent, des terrains, ils ont des subventions en conséquence. Et donc, ils sont tenus par un système qui les effraie aussi, qui les coince. Et au moment où ils veulent en sortir, ils ont tellement peur de ne pas trouver les moyens de rembourser leurs dettes que souvent, ils se figent, en fait, dans leur transition. Et là, c'est pour ça que j'en viens à ce point-là maintenant, c'est que le travail d'accompagnement de ces éleveurs-éleveuses, il est surtout social, avant d'être économique. En tout cas, pour les personnes comme Stéphane, qui étaient elles-mêmes propriétaires de leur terre. Je sais qu'en France, c'est un peu différent. On va en parler avec Silver. Je sais qu'en France, il y a énormément de fermes-usines qui sont tenues par des grosses sociétés qui mettent de la main-d'œuvre et des employés sur place. Donc, la transition va se faire différemment, mais on va travailler en complémentarité, je pense aussi, parce qu'évidemment, la main-d'œuvre aussi, ce serait chouette de pouvoir l'accompagner. Le but, c'est pas simplement que quelqu'un qui travaille dans un élevage de cochons change d'élevage s'il y en a un qui se reconvertit. L'idée, c'est vraiment de leur permettre de changer de système de croyance et de modèle économique, pour utiliser ce terme une fois. Voilà, donc la peur du changement, elle est souvent liée à cette pression économique et à cette peur sociale. Et au moment où on arrive à faire en sorte que l'être humain dépasse cette peur-là, il y a vraiment des miracles incroyables qui se passent. Et Valérie, qui est ici, Valérie Anchaud, qui a créé la crème renversante aussi en Suisse, elle vous parlera en privé de sa démarche, mais elle a été confrontée à tout ça aussi, évidemment. Donc tout le monde, ça c'est un peu le point commun entre tous ces éleveurs-éleveuses, c'est qu'ils se sentent tous seuls, isolés dans leur démarche, et tout d'un coup, la famille s'agrandit. Et quand ils se rendent compte que leur santé va mieux, leur état psychologique va mieux, que leurs finances aussi vont mieux, quand ils font la transition, ils se demandent pourquoi ils l'ont pas fait avant. Voilà, donc ça c'est vraiment fondamental. Maintenant, nos projets à venir, alors pour l'association directement, c'est qu'on va acheter un domaine pour agrandir encore le sanctuaire qu'on a créé. Je le lance comme ça ici, mais j'ai aussi peut-être l'idée de créer un deuxième lieu en France, selon les besoins qu'il y aura, avec ce travail d'accompagnement des éleveurs-éleveuses. Donc, si un jour un terrain se présente et que c'est adapté et qu'on peut se le permettre et qu'on peut faire ce travail-là spécifique à l'accompagnement des éleveurs, ce sera super. Sachant qu'il y a déjà des éleveurs ou des éleveuses même qui m'ont contacté depuis la France pour savoir si on pouvait agir ici. Et jusque-là, j'avais plutôt dit non parce que je me sentais pas du tout les cordes de faire ça. Mais maintenant, à voir avec les différentes personnes qui souhaitent s'engager sur cette voie-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. En Suisse, on a ce qu'on appelle le service de l'agriculture et des affaires vétérinaires. Je ne sais pas quel est l'équivalent en France, mais il y en a forcément un aussi. On a rendez-vous avec Stéphane en juillet, avec ce service-là, pour proposer une collaboration, aussi un partenariat, parce qu'en général, pareil, là aussi, il y a beaucoup de clivages. On a tendance à voir les services vétérinaires comme une autorité qui vient sanctionner un éleveur financièrement, mais qui pas forcément proposera des solutions concrètes. Et en général, les affaires vétérinaires n'aiment pas trop les militantes antispécistes parce qu'en général, c'est nous qui menons des enquêtes ou faisons des dénonciations. Et là, une fois de plus, on s'est dit, ça va être 3 mondes qui vont se rencontrer cette fois. Et l'idée, c'est de dire, quand quelqu'un dénonce un éleveur, une éleveuse négligente, maltraitante et qu'il y a des répercussions, qu'on puisse aller ensemble parler avec cette personne pour lui proposer de changer de modèle. Évidemment, si elle est partie prenante et qu'elle arrive à admettre que c'est trop lourd pour elle ou lui.
Et ensuite de collaborer avec les affaires vétérinaires pour trouver des solutions, voilà, pour replacer les animaux, pour changer de structure, etc. Donc voilà par rapport à nos projets. Il y a aussi un projet qui est important dans ces cercles vertueux, comme on dit avec Stéphane. On essaye d'impliquer toutes les compétences qui sont complémentaires. Et là, par exemple, en Suisse, on a une entreprise qui s'appelle New Roots, qui fait du fromage végétal, avec lesquels on est très en lien aussi, on collabore beaucoup. C'est aussi 2 personnes qui faisaient du fromage végétal dans leur cuisine, qui tout d'un coup ont décidé de créer une entreprise et maintenant, voilà, qui livrent même la France d'ailleurs aussi. Donc c'est une très très grande entreprise avec des valeurs éthiques très très fortes. Et typiquement, New Roots maintenant cherche à accompagner des éleveurs en transition et leur proposer de planter du pois chiche, du lupin, du soja, d'autres matières qui pourraient servir de matière première à du fromage végétal qui serait 100% local et bio, par exemple. Donc là, c'est vraiment l'idée de dire, chacun avec son domaine de compétences, on va faire en sorte de faire bouger les choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et on peut, en fait, au final, faire avancer beaucoup, beaucoup de petits mondes. Je le dis toujours de manière un peu utopique. Je ne pense pas que le monde dans son ensemble sera parfaitement égalitaire un jour. Mais par contre, on peut créer plein de microcosmes, plein de petits mondes dans lesquels on peut faire véhiculer des valeurs qui sont fortes et qui montrent que c'est possible, en fait, tout simplement. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu veux rajouter ? Alors, les éleveurs et tout ça, c'est bon. Non, mais je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi une chose, parce qu'aujourd'hui, on parle d'alimentation, mais l'association n'accompagne pas que des éleveurs et des éleveuses dans leur reconversion. Ça peut être des laborantins qui pratiquent l'expérimentation animale, ça peut être des propriétaires de manèges d'équitation, ça peut être d'autres corps de métier, mais là, on est centré sur l'alimentation. Donc, voilà. Oui, bien sûr, oui, Stéphane utilise les produits New Roots dans ses produits à lui, oui. Le positif dans l'histoire, c'est que finalement, au lieu qu'on soit 10 éparpillés, mettons-nous tous ensemble. Et puis là, aujourd'hui, on est 2 avec Valérie, mais il y a d'autres personnes, d'autres éleveurs aussi. Et le fait d'être tous ensemble, ça fait déjà une économie circulaire, on s'entraide, et puis ça montre aux gens qu'on n'est pas seulement un à Aigle, un à Lausanne, un là-bas. Vous savez, l'effet de masse. Donc le but du jeu, c'est ça aussi, hein, de vraiment travailler ensemble et puis de s'échanger les choses. Là, on a un chef vegan qui s'est pointé au stand, parce qu'on tient des stands, et le gars, d'office, il est venu nous dire, écoutez, si vous avez des problèmes avec de la crème ou je ne sais quoi, vous venez, on discute. Et, pardon, des problèmes avec, par exemple, vous voulez faire une crème quelconque, une crème végétale, et puis vous ne saviez pas exactement comment la faire. Nous, on a des recettes, on partage. Alors que chez nous, il y a des mecs qui ne sont même pas étoilés comme restaurateurs, puis ils te prennent de haut quand ils te croisent, quoi. Donc, je trouve qu'il y a un énorme échange par rapport à ça, et ça, c'est important. Parce qu'au lieu que chacun tire la couverture à soi, si on la tire tous ensemble, on avance. Mais ça, je pense que vous connaissez la démarche. C'est pareil chez vous, quoi. Donc, je crois qu'on est pas mal à ce niveau-là. On est pas mal. On est pas mal. Hein. Et en fait, pour que ça marche, je pense qu'il y a 2 qualités fondamentales à mettre en œuvre en tant qu'être humain. C'est l'humilité, d'admettre que potentiellement on a fait faux pendant un temps, mais qu'on a fait du mieux qu'on a pu avec les ressources de l'instant. Et donc l'humilité d'oser le changement. Et de se dire que si on a fait jusqu'à maintenant comme ça, si on veut pouvoir s'écouter soi-même et avoir un impact meilleur sur le monde, on peut oser faire ce changement. L'humilité et aussi la capacité, mais ça va ensemble, de se remettre en question. Et ça vaut pas que pour les éleveurs et les éleveuses, ça vaut aussi pour les militants et militantes antispécistes, ça vaut pour les députés, ça vaut pour n'importe qui en société. On doit pouvoir se remettre en question et faire l'effort de comprendre la réalité de l'autre avant d'arriver sur nos grands chevaux et dire nous on a raison et vous avez tort. Ça ne marche pas avec le monde paysan, et évidemment personne n'aurait envie que quelqu'un débarque en face de nous et dire moi j'ai la vérité, toi tu sais pas. Ça marche pas comme ça. Et c'est, je pense, ça qui fait la force de ces rencontres, c'est qu'on a pu faire ce travail-là ensemble. Et nous, on vient aujourd'hui vous parler d'expériences qu'on a faites, mais qui seront à chaque fois uniques. Hein. Dans le futur, on va faire ça avec d'autres éleveurs éleveuses. Chaque cas est unique et on n'a pas du tout la prétention de venir avec un seul modèle qui peut changer l'ensemble du système français, par exemple. Hein. On vient juste dire que ça peut se passer comme ça en Suisse. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place avec la France, mais pas avec la prétention d'avoir la seule et unique méthode qui fonctionne. Et puis aussi le fait aussi que ça vienne de nous-mêmes, hein. Ça c'est hyper important. Et puis pas d'attendre, on peut attendre des coups de main des gens, des petits conseils, mais si on veut transiter et tout de suite se dire j'ai perdu, admettons, 30 000 francs de revenus et j'aimerais retrouver ces 30 000 francs par des subventions ou des choses comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est clair. Par contre, si le gars, il me dit, écoute, on aimerait faire
du lait d'avoine ou des choses comme ça, il nous manque une installation pour fabriquer ça, là, on peut rentrer en matière et discuter. Mais arriver puis aligner des ronds pour lui dire, bah, écoute, en gros, tu as perdu, on te donne ça de l'autre côté, pour nous, c'est inutile. La démarche, elle doit vraiment venir d'ici. Et puis, à mon avis, il n'y a que ça qui est efficace. Oui, et ça, c'est important parce que dans la démarche de reconversion, évidemment, le frein économique est important. Il y a beaucoup d'éleveurs qui disent « Ah, mais moi, je dois rembourser 200 000 francs, 200 000 euros de dette, comment je fais ?» Eh bien, on peut trouver des solutions pour aider ponctuellement au démarrage de la reconversion, mais après, l'idée, c'est vraiment de construire un modèle pour qu'eux puissent redevenir autonomes et sortir de ce système de subvention, en fait, qui les coince. Et voilà, donc ça, ce sera du cas par cas, évidemment, dans chaque cas de figure. Mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Bref, net et concis. Net et concis. Net et concis.